Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle deck tech, une deck tech bracket 1 chapeau pour le commandeur multi. Alors pourquoi chapeau? Parce que chaque illustration de carte qui se trouve dans ce deck, en dehors des terrains bien entendu, doit posséder un couvre-chef. Et par-dessus ça, je me suis rajouté une autre contrainte qui consiste à ne mettre aucun casque de chevalier, parce qu'à ce moment-là, je pouvais partir dans un deck tribal chevalier et c'était beaucoup trop fort. Donc je me suis limité aux capuches, au chapeau de cow-boy, au fedora et n'importe quel autre couvre-chef qu'on peut trouver dans le merveilleux monde des couvre-chefs. Pour ça, j'ai choisi un commandant un peu original parce que j'avais envie de jouer, en ce moment j'ai envie de jouer avec les cartes de mes adversaires, avec une magnifique illustration de Ed Repka, qui a illustré nombre d'albums trash metal depuis le début des années 90, un vrai boss de l'artwork metal. Et c'est donc Loathing Jasper Flint, qui pour Rakdos plus un générique est une 4-3, déjà il est plutôt balèze. Et les créatures que l'on contrôle mais qui nous appartiennent pas, donc les créatures qu'on aurait cast depuis chez l'adversaire par exemple, ou les créatures qu'on aurait volées, sont des mercenaires en plus de leurs autres types. Donc ça fait qu'elles deviennent des hors-la-loi. Parce que dans les hors-la-loi, on a les pirates, les assassins, les mercenaires, les gredins et les psychagogues. Ne me demandez pas la définition exacte de psychagogue, s'il vous plaît. Au début de notre entretien, on va exiler les X cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire, X étant le nombre de hors-la-loi que l'on contrôle, et jusqu'à la fin du tour, on va pouvoir jouer ces sorts avec du mana de n'importe quel type. Donc voilà, plus on aura de hors-la-loi sur le board, plus on va pouvoir creuser les bibliothèques adverses et pouvoir jouer les sorts qu'on veut. Donc bien évidemment, le but ça va être de remplir le board avec des hors-la-loi et de jouer des sorts adverses. Donc le deck va sortir selon les adversaires, selon les bibliothèques adverses que vous allez cibler et selon les sorts que vous allez pouvoir jouer bien évidemment. Après, le deck en soi n'a pas un énorme power level. J'ai fait à peu près, il y a 80% du deck qui a été fait avec ce que j'avais, voire un peu plus. J'ai dû commander 3-4 cartes qui étaient pas obligatoires dans le deck, mais fallait quand même, c'est du bracket 1, mais il faut quand même pouvoir s'en sortir. Donc j'ai dû dépenser moins de 10 balles de cartes pour construire le deck, et surtout j'ai pu mettre toutes les cartes avec une illustration qui contenait un chapeau. Vous vous doutez qu'il y aura des cartes venant des hat sets, et surtout de Thunder Junction, parce que c'est là où on retrouve plein de chapeaux de cow-boy, et donc forcément ça colle à la thématique du deck. Donc comme je vous l'ai dit, il va falloir remplir le board avec plein de hors-la-loi, sachant qu'il coûte 3 mana, on va le caster tour 3, il n'y a pas d'accélérateur suffisamment puissant dans le deck pour faire venir Jasper tour 2. Et donc on a une petite vingtaine de créatures dans le deck qui sont hors la loi et qui coûtent 1 ou 2 mana. Et donc on va commencer par toutes les cartes hors la loi qui ont pas de particularité. Enfin, disons que j'ai classé la deck tech avec tout ce qui fait un peu de carte advantage, tout ce qui va être gestion, tout ce qui va être protection et tout ce qui va être accélération de mana, parce qu'il va falloir un peu de mana quand même pour jouer les sorts adverses, surtout s'ils coûtent cher. Et ça, c'est la partie du deck où voilà, il n'y a pas de but particulier, autre le fait que de poser des hors-la-loi pour pouvoir faire l'effet de Jasper en bonne et due forme. Le mineur abandonné, petit chapeau de cow-boy, pour 1 noir, c'est une 2-2, il est gredin. Il peut pas bloquer, et à chaque fois qu'on commet un crime, et ça tombe bien parce qu'en ciblant la bibliothèque, une bibliothèque adverse avec Jasper, et ben on commet un crime. Cibler la bibliothèque adverse, c'est commettre un crime. Donc à chaque fois qu'on commet un crime, on peut payer 1 noir, et si on fait ainsi, on le renvoie sur le champ de bataille, donc c'est de la récursion, voilà, puis là, pour 1, il a un petit body costaud, on va pouvoir commencer à taper. Thieves Guild Enforcer, ça c'est plutôt pas mal pour 1 noir, toujours c'est une 1-1 avec le flash. Quand elle entre sur le champ de bataille sous notre contrôle, tous les adversaires vont meuler de 2 cartes. Et tant qu'il y a au moins un adversaire avec 8 cartes dans son cimetière, elle va gagner +2/+1 et le Death Touch. Pareil, pas de synergie particulière avec le commandant, mais c'est un rogue. Et je vous rappelle que de toute façon on est en bracket 1, donc c'est un deck vraiment gentil, je l'ai testé. Il est vraiment gentil, c'est du bracket 1. Pour 1 noir, c'est une 1-2 avec le Offspring, donc si on paye 2 supplémentaires, on peut faire une petite copie 1-1 de cette créature. Et son effet de landfall, c'est qu'on va mettre un damage à un joueur adverse, voilà, ciblé, pour commettre un crime par exemple. Assassin Initiate, très sympa pour 1 noir, c'est une 1-1. Et pour seulement un générique, on peut lui donner au choix le vol, le Death Touch, le lien de vie, jusqu'à la fin du tour. Voilà, très pratique, très efficace. Et en plus de ça, c'est un assassin. Je vais pas préciser le sous-type à chaque fois, mais vous avez compris que quasiment toutes les créatures du deck sont des hors-la-loi. Assassin à lame d'Agathe pour 2 mana, dont 1 noir, c'est une 1-3. Et à chaque fois qu'elle attaque, le joueur défenseur perd 1 point de vie et on gagne 1 point de vie. Vous allez voir, il y a beaucoup de communes et d'unco dans le deck.
parce qu'encore une fois, il faut respecter le power level de notre catégorie. Dodge Detective, pour 2 mana dont 1 noir, c'est une 2-1, quand il arrive on surveille 2, ça permet un peu de gérer la qualité de notre draw. Et quand un adversaire pioche sa 2e carte dans le tour, on peut ramener le détective dans notre main, et ensuite il coûte que 2, donc on pourra le rejouer et refaire son effet pendant notre tour si besoin. Voilà, pareil, encore une fois, petit chapeau d'enquêteur. Je précise pas à chaque fois, mais vous verrez que sur chaque illustration, à part sur les terrains bien évidemment, on a un petit couvre-chef, là on a une espèce de petite capuche, voilà. Le capitaine de la flotte des grands froids avec son foulard sur la tête pour 2 mana dont 1 noir, c'est une 2-1, il a la menace, et à chaque fois qu'il attaque, si on contrôle un autre pirate non jeton, et il y a quand même, je dirais une petite demi-douzaine de pirates dans le deck, peut-être même un peu plus je pense, un peu plus. En tout cas à chaque fois qu'on attaque et s'il y a un autre pirate non jeton sur le board, on peut payer 2 et on crée une 2-2 pirate avec la menace, donc ça fait un peu de board. Le jeton sera un pirate, voilà, on peut pas le faire à l'infini, certes, mais ça fonctionne bien. Flibustière à voile volante, très rigolote cette carte, pour 2 mana dont 1 noir c'est une 1-2, ça a le vol. Quand elle arrive sur le champ de bataille, un adversaire ciblé va révéler sa main, on choisit une carte non créature non terrain et on exile cette carte jusqu'à ce que la flibustière quitte le champ de bataille. Très bien pour prendre de l'information et surtout pour piquer la vrasse de l'adversaire pour pas se faire gérer nos hors-la-loi. Marche vide d'Oti, c'est un gredin, ça fonctionne. Il a une capuche, ça fonctionne. Pour 2 mana noirs, c'est une 3-2, il a la distorsion, donc il pourra pas être bloqué, à part par les créatures qui ont la distorsion, ce qui est quand même très rare comme mot-clé. Et si une carte devait être mise dans le cimetière d'un adversaire, d'où qu'elle vienne, et on l'exile à la place. Ça peut carrément disrupter des synergies entières chez nos adversaires. Et on peut l'engager, le sacrifier, et on choisit une carte exilée qu'un adversaire possède avec un marqueur vide dessus. Et on peut jouer cette carte ce tour-ci sans payer son coup de mana. Voilà, son effet est quand même très dépendant de ce qui se passe chez nos adversaires. Mais ça peut être rigolo, et encore une fois, on est dans un RP chapeau. Cassiol Grenadier Jovial, on a la chance que Cassiol fasse un tour dans le monde de Thunder Junction parce qu'il a un petit chapeau de cow-boy pour se fondre dans la masse, ça coûte Rakdos, c'est une 3-2. À chaque fois qu'un hors-la-loi arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, Cassiol va mettre une blessure à un adversaire ciblé, sachant qu'on va quand même un petit peu flouder les hors-la-loi, ça peut faire le taf. Et une carte bien Pringle alors qu'elle est sous sleeve. Merci Magic pour vos prints de merde en ce qui concerne le foil. Lamcro Yuan-Ti pour 3 mana, dont 1 noir, c'est une 2-2, ça a le contact mortel, et on va s'aventurer dans le donjon, dès qu'il met des blessures de combat. J'ai même pas de token donjon, je pense, donc ce n'est jamais arrivé, ça pourrait arriver, hein. Il a le contact mortel pour passer, mais encore une fois, c'est surtout le type gredin qui nous intéresse, et entrer dans le donjon, ça peut faire des trucs si vraiment on s'en donne les moyens. Apothicaire au dos de Crotal. Allez savoir comment elle en est arrivée là, je ne préfère pas le savoir, elle est gorgonoïde, et bien sûr Psychagog, pour 3 mana dont 1 noir, c'est une 3-2 contact mortel. À chaque fois qu'on commet un crime, je rappelle que cibler la bibliothèque adverse, c'est commettre un crime. Une créature ciblée que vous contrôlez acquiert selon notre choix la menace, le lien de vie, la menace ou le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Voilà, un power level, 2 cartes Unco, mais ça tombe bien, on est en bracket 1. Encore une pirate, la précurseuse de la coalition. J'aime pas mal la vibe de cette carte, même si ça fait un petit peu Disney. Ça coûte, alors chapeau de pirate hein, évidemment, ça coûte 3 mana dont 1 noir, c'est une 2-2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte de pirate, la révéler, et la mettre au-dessus de la bibliothèque. Alors il y a quelques pirates qu'on a envie d'aller tuto, potentiellement, on verra ça tout à l'heure, notamment en rouge, mais pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de me servir de son effet. En tout cas, à chaque fois qu'un autre pirate arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire perd un point de vie. On a pas mal de petites créatures qui vont aller pinguer à gauche à droite, ce qui fait qu'à terme ça peut quand même creuser, même si c'est pas notre but. Le but c'est d'aller jouer avec les cartes adverses, d'aller piller la bibliothèque adverse, car nous sommes des hors-la-loi. Sous la menace du couteau, ça c'est un enchantement qui va coûter 3 mana dont Rakdos. Tant que c'est notre tour, les hors-la-loi que l'on contrôle ont l'initiative, ce qui est quand même balèze, sachant qu'on joue que des hors-la-loi et que les créatures qu'on va piquer aux adversaires seront aussi des hors-la-loi vu qu'elles deviennent mercenaires. Une fois qu'elles sont recrutées, elles s'adaptent, hein, c'est des mercenaires. À chaque fois que l'on commet un crime, on crée un jeton 1-1 rouge mercenaire qui a pour capacité de, si on l'engage, une créature ciblée que l'on contrôle gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour et on peut l'activer que en rituel et le faire qu'une seule fois par tour. Donc ça va un petit peu améliorer notre Jasper, et potentiellement sur une phase d'attaque décisive, ça pourra booster une de nos créatures qui pourra passer les défenses adverses, mais
C'est pas non plus hyper fort, mais ça permet de, voilà, de faire du board, quoi. The Infamous Krullclaw, rappelez-vous, mon ancien commandant Rakdos, du coup, que j'ai démonté pour quelque chose de beaucoup plus soft en Rakdos, hein, du coup, Loathing Jasper, Flint, c'est quand même moins costaud que cette infâme belette. Elle est quand même mercenaire, donc je l'ai mis dans le deck, mais c'est loin d'être la carte la plus forte du deck, malgré que ce soit une mythique. Pour 3 mana, dans Rakdos, c'est une 3-3, ça a la menace. Quand elle met des combats de damage, on va exiler la top carte de notre bibliothèque jusqu'à ce qu'on exile une carte non-créature, qu'on pourra jouer gratuitement si on se défausse d'une carte. Voilà, on n'a pas des grosses bestioles dans le deck. Le haut de curve, ça doit être 5 mana, et encore, doit y avoir 2-3 cartes à 4 mana et une ou deux cartes à 5 mana. Et c'est pas non plus des gros bazouzous parce que voilà, le power level est très faible, mais encore une fois, voilà, il y a la petite capuche, ça rentre dans la thématique couvre-chef, ça rentre dans mes couleurs, je l'ai rentré sans trop réfléchir. Elle a switché d'un deck à un autre, elle a pas eu le temps de retourner dans le classeur. Turlupin, maître farceur, on l'aime bien ce Turlupin. Petite couronne de branches et de feuilles, c'est un couvre-chef. Pour 4 mana, dont 2 noirs, il est 3-3 vol célérité. Et à chaque fois qu'il va mettre des blessures de combat à un joueur, on peut déclencher, si on veut, ces 3 effets, ou en choisir qu'un, ou en choisir 2. Sachant que les 3 effets, c'est chaque joueur se défausse d'une carte, chaque joueur perd 1 point de vie. Encore une fois, on a ce truc d'aller pinguer les adversaires, ce qui est très Rakdos, hein, finalement, où chaque joueur sacrifie une créature. Donc lui, il est plutôt costaud, il est gredin, donc ça rentre dans la thématique de Jasper Flint, et il était là, quoi, j'ai pas trop réfléchi, c'est du bon power level, il est fort à lui tout seul. Il est rentré dans le deck. Miss Fortune Teller pour 4 mana, dont 1 noir, c'est une 3-1 Death Touch. Quand elle met des combats de damage à un joueur, on exile une carte d'un cimetière. Si c'était une carte de créature, on va créer une 2-2 Rogue token, donc un Rogue est un hors-la-loi. Si c'est un land, on va créer un trésor, d'ailleurs ça aurait dû rentrer dans le pack de cartes de rampe, parce que ça peut faire ramper, bon ça fait plein de trucs en vrai, et sinon on gagne 3 points de vie. Voilà, une petite carte qui fait plein de choses, qui est Warlock. Donc les Warlocks, c'est ça doit être sorcière, donc ouais non, c'est malheureusement elle a pas le sous-type, mais elle a un petit bandeau dans les cheveux, un bandeau ou un espèce de voile qui lui recouvre le haut de la tête, donc c'est bon. Elle a le droit d'être là. Chef de faction Enferré Perron. Pour 4 mana, dont 2 rouges, il est 2-4, lézard et gredin, car ils sont 2 sur l'illustration. Seul le gredin possède un petit chapeau. Les autres hors-la-loi que l'on contrôle ont la célérité, très cool. Ça va pouvoir à terme surprendre potentiellement les adversaires. Et quand le chef de faction arrive sur le champ de bataille, on crée 2 jetons 1-1 rouge mercenaire. Donc là c'est bien parce qu'on va vraiment faire du board avec des mercenaires, ce qui va vraiment améliorer l'effet de Jasper. Et évidemment, plus on creuse les bibliothèques adverses, plus ça nous laisse le choix dans les sorts qu'on va jouer. Et c'est ces fameux tokens mercenaires que si on les engage, une créature ciblée va gagner +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Et on peut le faire que en rituel, sinon ce serait peut-être un peu trop balèze. On est toujours à 4 mana et derrière on a 5 mana, donc là on arrive vraiment sur le haut de curve. À cool, l'impénitent, pareil, chapeau de cowboy, un gros démon avec un chapeau de cowboy, hein. Donc voilà, les ad-sets, vous prenez un personnage de base, un archétype de base de Magic, vous lui rajoutez un chapeau de cowboy et ça fait un set. Bon, je suis un peu médisant, c'est plus que ça quand même, Cross Tonnerre. Pour 4 mana seulement, c'est une 5-5 vol piétinement. Et oui, c'est un gros bazouzou, un gros démon. Il est gredin, dragon et scorpion, donc c'est ok. On peut sacrifier 3 créatures. Et si on fait ça, on met sur le champ de bataille une carte de créature de notre main, et on peut le faire qu'en rituel et une seule fois par tour. Encore une fois, lui fait partie des plus gros bazouzous, donc on va pas le sacrifier. Ça va pas arriver très souvent, voilà, c'est juste que pour 4 mana, on a un gredin, 5-5 vol piétinement. Son effet, il y a très peu de chances qu'on soit amené à le faire, sauf dans des cas très précis où on aura vraiment besoin de le faire. Giza, la fauteuse de troubles, pour 5 mana, dont 2 noirs, c'est une 4-4 humain et psychagogue. Elle a son voile sur la tête, on le voit là, qui flotte au vent, donc ça fonctionne. Elle a la parade 2, payée 2 génériques et payée 2 points de vie, donc il n'y a pas grand monde qui pourra ou voudra nous la cibler. Les squelettes et les zombies que l'on contrôle gagnent +1/+1 et on la menace. C'est dommage parce qu'on en a pas beaucoup des zombies dans le deck, mais elle crée des zombies, donc ça c'est... Donc elle se contente toute seule. À chaque fois que vous commettez un crime, créez 2 jetons de créatures 2-2, bleu, noir et zombies et gredins engagés. Donc non seulement ça permet de rajouter des gredins sur le board, faire 4-4 de board juste en commettant un crime, donc c'est-à-dire une fois par tour avec l'effet de Jasper, bah c'est une des meilleures cartes du deck, hein, de toute façon, voilà. Et on peut le faire qu'une seule fois par tour. Voilà, de toute façon, on le fera qu'une seule fois par tour. C'est largement suffisant. Sinon, ce serait peut-être un petit peu pété. Voilà, on va regarder ce qui permet de faire du card advantage, ou en tout cas de sculpter sa main, voilà, de tout ce qui va concerner, en fait, la pioche, hein, carte advantage ou pas, d'ailleurs. Piocher puis défausser, c'est pas vraiment du card advantage, mais c'est peut-être plus
voilà, pour sculpter sa main. Teeny Bones, The Pickpocket, pour 1 noir, c'est une 1-1 Death Touch. Quand il met des combats de damage à un joueur, on va pouvoir lancer un permanent non-terrain depuis le cimetière de ce joueur, en payant avec n'importe quel mana. Voilà, donc ça c'est du card advantage, parce qu'en fait, à partir du moment où lui va toucher les adversaires, on pourra jouer des sorts depuis leur cimetière. Donc c'est une forme de card advantage, parce que l'espace d'un court instant, là, le cimetière adverse devient une autre main, quelque part. Le seul truc, c'est qu'il a pas un body très costaud, et malgré le fait qu'il ait le Death Touch, nous, ça nous intéresse d'attaquer avec lui plutôt en mid-game, late-game, parce qu'il faut que les cimetières soient remplis pour qu'il commence à vraiment être intéressant. Mais encore une fois, le fait qu'il soit rogue pour un mana, moi, ça me suffit largement. Ça permet de déclencher l'effet de Jasper dès le tour suivant où il est arrivé. Tracker Morneuil pour 1 noir, c'est une 1-1, on peut payer 2, l'engager, exiler 2 cartes ciblées depuis le cimetière d'un adversaire. Encore une fois, ça arrive quand même assez régulièrement qu'il y ait des adversaires dont le cimetière sert beaucoup. Et en plus de ça, derrière, il va explorer. Donc explorer, on révèle la carte du dessus de notre bibliothèque. Si c'est un terrain, on le met dans notre main, donc c'est de la pioche. C'est comme de la pioche. Et si ce n'est pas un terrain, on met un marqueur +1/+1 sur le tracker, et on remet la carte au-dessus de la bibliothèque ou dans le cimetière. Dans tous les cas, si la carte nous plaît pas, ça peut aussi faire du quality draw, dans le sens où on va un petit peu gérer le dessus de la bibliothèque. Donc en plus, c'est un pirate, il a son petit chapeau de pirate, c'est une bonne petite carte, j'aime bien. Servant du Dard, le blaze incroyable, l'illustration est incroyable, très jolie carte. Pour 2 mana, dont 1 noir, c'est une 1-3 contact mortel. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, si on a commis un crime ce tour-ci, on peut le sacrifier. Et si on fait ainsi, on va chercher dans notre bibliothèque une carte qu'on va mettre dans notre main et mélanger. Voilà, donc c'est un tutor sous forme de créature. J'adore son blaze, j'adore son illustration. Il a un petit chapeau. Il a tout à fait sa place. Titos, voleur de babioles, vilain Titos, encore lui. Il existe sous plein d'itérations, Titos. Ils essayent un petit peu de le mettre en avant parce qu'il est un peu rigolo et mignon. Merci Wizard pour vos strates marketing douteuses. Mais bon, en vrai, il est cool. Pour 2 mana, dont 1 noir, c'est une 1-3. À chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte et on l'exile de son cimetière avec un marqueur réserve sur elle. Pendant notre tour, on peut jouer des cartes que l'on possède pas avec des marqueurs réserve dessus depuis l'exil, en les lançant évidemment avec du mana de n'importe quel type. Je précise pourquoi à chaque fois ils mettent ça, c'est que si par exemple dans le coup du sort il y a du vert, du bleu ou du blanc, on pourra pas le lancer avec le mana que nous on génère, donc c'est pour ça qu'ils précisent à chaque fois, sinon on pourrait pas jouer les sorts adverses. Il a une autre petite capacité, pour 4 mana dont 1 noir, on l'engage et chaque adversaire se défausse d'une carte. On peut le faire qu'en rituel, et donc évidemment voilà, si nos adversaires ne sont jamais amenés à se défausser d'une carte, Titos pourra s'en charger lui-même. Un classique Deadly Dispute, il y a une petite capuche, c'est un couvre-chef, pour 2 mana en éphémère, on va sacrifier un artefact ou une créature, et derrière piocher 2 cartes et créer un trésor. Encore une fois, c'est pas de la pure value, mais ça permet de se débarrasser d'un trésor dont on ne sert pas, par exemple, ou d'une petite créature qu'on a posée là en début de partie qui sert plus vraiment. Voilà, on se rembourse de moitié parce qu'on fait un trésor, et donc on va quand même rajouter du gaz un petit peu parce que derrière on pioche 2 cartes en espérant trouver ce dont on a besoin. Moi j'aime bien Deadly Dispute. Revendeuse perspicace, pour 2 mana dont 1 rouge, c'est une 2-2, elle est humain et gredin, et quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut se défausser d'une carte. Si on fait ainsi, on pioche une carte, pareil, toujours dans le but de se sculpter la main et d'avoir une main de qualité. On se débarrasse du land qu'on a en trop, on se débarrasse de la carte qui a un trop gros CCM et qu'on peut pas jouer pour aller piocher autre chose. Voleur de riche. J'aime bien lui. Pareil, une capuche, pour 2 mana dont 1 rouge, c'est une 2-2, il a la portée et la célérité. À chaque fois qu'il attaque, si le joueur défenseur a plus de cartes en main que nous, on exile la carte du dessus de sa bibliothèque, et pendant chaque tour où on attaque avec un gredin, on peut lancer cette carte, et en dépensant n'importe quel type de mana. Donc voilà, lui il a même pas besoin de toucher, il suffit juste d'attaquer avec lui, sachant qu'il va arriver en début de game et qu'il a la célérité. C'est vrai que par la suite, pour passer les défenses adverses, ce sera peut-être un peu plus complexe, mais il coûte 2, c'est un gredin, donc de toute façon il est qualitatif dans le deck grâce à l'arrivée de Jasper au tour 3. Treasure Map, une carte que j'aime beaucoup, c'est un artefact qui coûte 2. On peut payer 1, l'engager, faire scry 1 et mettre un compteur landmark sur la carte au trésor. Et à partir du moment où on a 3 compteurs dessus, on remove ces compteurs et on la transforme. Et en plus, on crée 3 trésors. Donc en fait, j'aurais dû plus la mettre dans la partie rampe ou génération de mana, cette carte, mais c'est qu'elle va quand même nous faire piocher. Ça fonctionne dans les 2 thèmes. Voilà, moi j'adore ces cartes d'Ixalan qui se retournent avec la frame carte au trésor au dos, je trouve ça, enfin vraiment, moi je trouve que le Ixalan premier du nom, il était un peu sous-coté parce que c'est vrai que
Les illustrations faisaient très Magic moderne, et puis c'est vrai qu'on mélangeait les pirates, les dinos, les ondins, enfin bon, c'était vraiment un gros bordel, un peu comme si un enfant de 6 ans avait écrit genre le thème de l'extension. Mais moi j'aime beaucoup, surtout grâce aux cartes flippables. Derrière, c'est un terrain qui, en s'engageant, va nous faire un mana incolore, et on peut également l'engager, sacrifier un trésor et piocher une carte. Et ça tombe bien, parce que vous verrez, des trésors, on a quand même quelques moyens d'en faire. Et puis lui-même, en se retournant, en crée 3 des trésors. Donc ça fait piocher, ça fait du mana. Je la vois pas souvent jouer cette carte, et c'est vrai que moi-même j'en parle pas trop, mais c'est une carte que j'aime beaucoup, qui fait pas mal de choses pour pas si cher, même si à chaque fois faut payer 1 et que ça prendra quelques tours quand même avant de la retourner. Carte au trésor, j'adore. Petite précision, je parlais de Ixalan premier du nom parce que cette carte vient d'Ixalan premier du nom, mais elle a été rééditée avec Caverne d'Ixalan, avec une illustration différente, mais voilà. Et dernière précision, vous allez me dire, mais il n'y a pas de chapeau sur l'illustration, ça ne fonctionne pas? Ah ouais, c'est quoi ça, Dodo? Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur, sur la tête? Un chapeau? Eh oui, il faut savoir observer, hein. Ça rentre dans le deck, ça rentre dans le thème. Ce bon vieux Shadow qui nous vient de Final Fantasy VI, avec ce bon vieux Dogo, Shadow Mysterious Assassin. Il est assassin, je peux m'arrêter là, mais on va quand même le lire. Pour 3 mana, dont un noir, c'est une 3-3 Death Touch. Et quand il met des combats de damage à un joueur, on peut sacrifier un permanent non-terrain, et si on fait ainsi, on pioche 2 cartes, et chaque joueur perd un nombre de points de vie égal au CCM de ce permanent sacrifié. Ça peut aller terminer des adversaires, et je veux dire, sacrifier un petit trésor ou une petite merde 1-1 qu'on a posé en début de game pour piocher 2 cartes, à chaque fois qu'il touche, sachant que c'est une 3-3 Death Touch. Donc moi je trouve ça plutôt costaud, hein. C'est vrai que la difficulté de ce genre de carte, c'est souvent d'aller connecter, parce que l'adversaire préférera sacrifier une petite créature en bloquant avec, plutôt que de nous laisser faire autant de value. Mais dans une méta bracket 1, ça va vraiment faire des trucs. En plus, la carte est magnifique, il a son foulard sur la tête évidemment, et d'ailleurs oui, c'est chaque joueur qui va perdre ce nombre de points de vie égal au CCM du permanent sacrifié. Donc c'est sûr que si on sacrifie un petit trésor, on piochera quand même nos 2 cartes, ce qui est déjà extrêmement fort, mais les adversaires perdront 0. Par contre, si on sacrifie Giza par exemple, tout le monde perd 5, et là ça peut faire mal. C'est vrai que c'est le genre de carte, normalement, on joue ça si on a moyen de la rendre imbloquable, ou de leur donner des capacités d'évasion, mais pas eu l'occasion de le sortir encore, mais je sais que ça fera des trucs. Morbide opportuniste dans son skin Final Fantasy VI. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espèce de casque là avec la petite queue de cheval sur le haut du crâne, donc c'est un couvre-chef, donc ça fonctionne. Parce que dans son autre version plus Magic classique, il n'y a pas de couvre-chef sur l'illustration, et moi j'adore cette carte, donc c'est pour ça que... Voilà, sachant que Morbide Opportuniste, je l'ai en 3-4 exemplaires dans mes boîtes, et effectivement là j'ai dû la recommander, parce que j'avais besoin de la version avec le casque sur la tête, sinon ça ne fonctionnait pas. Voilà, donc pour 3 mana c'est une 1-3, elle est rogue, et tout simplement quand une créature meurt pendant le tour, on pioche une carte. Donc ça veut dire que si on se démerde bien, pendant un tour de table, ça peut nous faire piocher jusqu'à 4 cartes. Ça se déclenche évidemment qu'une seule fois par tour, et encore heureux, sinon ce serait beaucoup trop pété, et ça coûterait pas que 3 mana. Mais ça en multi, c'est une carte que j'adore, et que j'ai découvert assez tard finalement. Profanateur calciné, petit chapeau en flamme, pour 3 mana, dont un noir, c'est une 3-1. Quand il arrive sur le champ de bataille, on renvoie une carte hors la loi ciblée depuis le cimetière dans notre main. Petite récursion sympa. Il a l'échappée. Donc échappée, ça veut dire que ça a un coût. Là en l'occurrence, on va payer 5, dont 2 noirs, et exiler 4 autres cartes depuis notre cimetière, pour le ramener sur le champ de bataille. Et quand il s'échappe, il arrive avec un marqueur +1/+1 sur lui. Voilà, donc c'est une carte vraiment très récursive, parce que la première fois qu'il va arriver, il va ramener un pote depuis le cimetière. Lui-même, quand il est au cimetière, on va pouvoir le ramener, et il va également ramener un autre pote à lui depuis le cimetière. Donc on est vraiment dans un délire mercenaire zombiesque, même s'il est squelette et pas zombie. Là, c'est juste un zombie chevalier. Voilà, il n'y a pas de sous-type hors la loi, mais en tout cas, il a une capuche sur la tronche, donc ça fonctionne. Après, vu que c'est la mort, c'est une ombre, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a un couvre-chef? Sachant que ce n'est pas un chef, vu qu'il n'a pas il n'est pas matérialisé, il n'a pas de constitution physique, donc est-ce que ça fonctionne? Oui, parce que le but, c'est qu'il y ait un couvre-chef sur l'illustration. Un chapeau, ou une capuche, ou une couronne, donc ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne. D'après mon playgroup, ça fonctionne. Midnight Reaper pour 3 mana, dont un noir, c'est une 3-2. Quand une créature non token meurt, il va nous infliger une blessure, et on va piocher une carte. On est toujours dans le paquet qui nous fait
piocher Bandit des Tombes. Ça coûte 3 mana, dont 1 noir, c'est une 1-1 menace. On peut payer 1, se défausser d'une carte, et il va explorer. Je rappelle que l'exploration, c'est potentiellement de la pioche, si on a de la chance. Je vais pas répéter ce que fait l'exploration. La Frame Wanted, que moi je trouve un peu laide, mais bon, ça colle à l'esprit de Croix-Tonnerre, donc je comprends. Karvek, le châtieur, il coûte 3, dont 2 noirs, c'est une 3-3. À chaque fois qu'on commet un crime, on exile jusqu'à une carte noire ciblée depuis son cimetière, et on la copie, tout simplement. Et on peut lancer la copie, si on fait ainsi, on perd 2 points de vie. Pareil, une carte qui va permettre de la récursivité, et qui est là pour être sûr qu'on a toujours un board plein de hors-la-loi, pour aller piller les bibliothèques adverses et mettre la pression. Entrepreneur sans scrupules, alors lui, 100%, il a une chaîne YouTube, et il vend des formations PDF. Pour 3 mana, dont 1 noir, c'est une 3-2. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut sacrifier une créature si on fait ainsi. Un joueur ciblé pioche 2 cartes et perd 2 points de vie. Au bout du monde, ça pourra finir un adversaire, même si j'y crois pas trop, ça ne m'est jamais arrivé. Mais en tout cas, ça nous fera piocher 2 cartes, et ça c'est plutôt pas mal. On peut le comploter pour 3, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant ici. Veronica Dissident Scribe, pour 3 mana, dont 1 rouge, c'est une 3-3. Elle est humain, artificier et rogue, merci. Ça a la menace, et à chaque fois qu'elle attaque, on peut se défausser d'une carte, et si on fait ainsi, on pioche une carte, ça permet d'avoir une main de qualité et de sculpter sa main. Et si on se défausse d'une carte non créature, et ben on va créer un junk token, et le junk token, ça permet de l'engager et de le sacrifier pour faire une espèce d'impulse draw. On va exiler la carte du dessus de la bibliothèque, et on pourra la jouer jusqu'à la fin du tour. On peut faire ça qu'en sorcerie, c'est de l'impulse draw. Et dernière carte du package, carte advantage pioche, c'est Gonti, le ministre de la nuit. Il coûte 4, dont 2 noirs, il est 3-4. À chaque fois qu'un joueur lance un sort qu'il ne possède pas, ce joueur crée un jeton trésor. Moi par exemple, à chaque fois que je vais lancer un sort adverse, et ben je vais créer un trésor. À chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à l'un de vos adversaires, son contrôleur regarde la carte du dessus de la bibliothèque et de cet adversaire et l'exile face cachée. Il peut jouer cette carte tant qu'elle reste exilée, et on peut jouer ses sorts avec du mana de n'importe quelle couleur. Alors ça c'est assez marrant parce que ça marche pour tout le monde, c'est-à-dire que quand nos adversaires vont s'attaquer entre eux, ça va produire cet effet. Moi ça m'arrange un peu plus parce que si je caste des créatures adverses, ce sera des mercenaires, donc des hors-la-loi, donc ça permet d'alimenter Jasper encore plus. Je rappelle aussi que ce qui est marrant dans ce deck, c'est évidemment de jouer avec les sorts des adversaires, et peut-être même que quand Gonti sera sur la table, ça poussera vos adversaires à s'attaquer les uns les autres, parce que ça ne fonctionne pas si on vous attaque vous. Voilà, vous êtes protégé contre ça, c'est bien précisé à chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à l'un de vos adversaires. C'est pas à chaque joueur. Donc très efficace le Gonti. On va passer sur le package création de mana, rampe. On a évidemment la messe noire qui sera là vraiment si on a besoin de caster un gros sort adverse, parce que c'est vraiment du mana positif, hein. Pour 1 noir, on ajoute 3 noirs à la réserve, donc messe noire, il y a la petite capuche, donc ça passe. J'ai droit. Le Greedy Freebooter, pour 1 noir, c'est une 1-1, il est pirate, et quand il meurt, on scry 1 et on crée un trésor. Voilà, donc vous allez voir qu'on a beaucoup de moyens de stocker des trésors. En même temps, c'est normal, on est des mercenaires, on est des rogues, on est des pirates, donc on stocke des trésors, mais tout ça évidemment pour pouvoir jouer des gros sorts adverses. Toujours dans l'optique, bien sûr, de jouer avec les cartes de nos adversaires. Un escroc banal qui nous vient du set Spider-Man. Il est humain, gredin et méchant. Il a un petit chapeau. On peut même dire que Spider-Man, quand il a son masque qui leur couvre le dessus du crâne, c'est un couvre-chef. Il y a même 2 chapeaux. Donc pour 2 mana, dont 1 noir, c'est une 2-2. Quand ça meurt, on crée un jeton trésor. Voilà. Les créatures qu'on pourra envoyer au casse-pipe. Magda, maîtresse du butin, qui est extrêmement forte. Pour seulement 2 mana, c'est une 2-2 nain et berserk. Elle fera beaucoup de choses. Elle a un chapeau, son seul défaut, c'est qu'elle soit pas hors la loi, mais elle fait beaucoup trop de choses pour qu'on y échappe. À chaque fois qu'on commet un crime, on crée un jeton trésor engagé, on peut le faire qu'une seule fois par tour. On sacrifie 3 trésors et on crée un 4-4 scorpion dragon avec le vol et la célérité. Voilà, on peut le faire qu'en rituel, mais moi je trouve ça très fort. Une seule fois par tour, on va, entre guillemets, ramper de 1, faire des trésors, c'est pas de la vraie rampe, mais ça nous accélère quand même, donc c'est tout comme. Voilà, bah sachant qu'avec Jasper, on va commettre au moins un crime par tour, moi je la trouve très honnête, cette Magda, enfin honnête, on s'est compris. Le gobelin rusé, qui pour 2 rouges est une 1-1, il est pirate, on est content, et quand il arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton trésor, tout simplement. Helm of Awakening, pareil, le petit chapeau là sur la tête, ça fonctionne, c'est un helm, tout simplement. Pour 2 mana, c'est un artefact qui fait que tous les sorts coûtent 1 de moins à lancer. Malheureusement, ça va aussi accélérer nos adversaires, mais c'est pas grave, parce que nous, on veut vraiment jouer un maximum de sorts à chaque tour en allant piller nos adversaires, donc chaque sort là sera réduit de 1, sachant que normalement on aura
plus de choix, plus d'opportunités de lancer des sorts. C'est sûrement nous que ça arrangera le plus. Fouineur des tréfonds, avec un grand chapeau japonais sur la tête. Ça coûte 3 dont 1 noir, 1 4. Humain et gredin, on l'engage, on crée un trésor, et on peut le faire que si une créature est morte ce tour-ci. Je vous rassure qu'en multi, ça arrive très souvent. Capitaine Laneret Tempeste pour 3 mana, 1 de 2, humaine et pirate, ça a la célérité. À chaque fois qu'elle attaque, on fait un trésor. Tout simplement, je trouve ça très très fort. Et à chaque fois qu'on sacrifie un trésor, la capitaine gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Le pillard des mines pour 3 mana, dont un rouge, c'est une 3-2 avec le piétinement. Quand il arrive sur le champ de bataille, si on contrôle un autre hors-la-loi, on crée un trésor. Bien évidemment qu'au tour 3, ou plus, on aura des hors-la-loi sur notre board. Kilog Dangerous Mind pour 3 mana, dont Rakdos, c'est une 3-2, humain et mercenaire. Dire mais ça c'est un bad guy, regardez ce crâne luisant. Où est le chapeau? Le chapeau il est dans le petit être qu'il porte avec lui, regardez. Ce bébé là il a un petit couvre-chef. Donc ça fonctionne. First Strike, célérité, quand il attaque, on crée un trésor. Pareil, très balèze ça. Hein. Et on peut sacrifier 5 trésors pour prendre le contrôle de la créature ciblée. Ça, c'est vachement costaud. Encore une fois, avec ce deck, on a envie de jouer avec les créatures adverses, qui deviendront en plus mercenaires. Par contre, on garde cette créature que tant qu'on contrôle Kilog. Voilà. Ça fait quand même quelques conditions, mais c'est balèze. Et le saccageur impitoyable, un classique. Une Unco qui vaut son petit pesant de cacahuète. Hein. Pour une simple Unco, elle vaut un peu de thune, en même temps elle est très forte. Pour 4 mana, dont un noir, c'est une 1-4, et à chaque fois qu'une créature que l'on contrôle meurt, on crée un trésor. Plein de jolis moyens de faire des trésors, et ça pareil, une carte qui va un peu nous accélérer, les pyromanciennes du Rodéo. Pour 4 mana, dont un rouge, 3-4, humain mercenaire. À chaque fois qu'on lance le premier sort à chaque tour, on rajoute 2 mana rouges à la poule, sachant que notre curve est quand même très basse. Derrière on pourra recaster un truc et ça c'est quand même chouette, et même pourquoi pas s'en servir pour caster des sorts adverses si besoin. On a quoi d'autre? On a de la gestion, un bon petit package de gestion quand même, parce qu'il y avait, encore une fois j'ai pris un peu ce qui me passait sous la main dans mes boîtes, et voilà, dès que je voyais des cartes avec un chapeau, je la mettais de côté. Il se trouve qu'il y avait quand même pas mal de chapeaux sur les cartes qui permettent de faire de la gestion. Et encore une fois, tout ça grâce au set Croix-Tonnerre, évidemment. Tiré sur le Sheriff, I Shot the Sheriff. Ça, je pourrais peut-être le mentionner dans un Art of Magic. Pour 2 mana, dont un noir, c'est un éphémère qui va détruire une créature non hors la loi ciblée. Ça nous laisse quand même pas mal de choix. Lame du destin, je sais pas ça c'est quel type de couvre-chef, mais pour sûr c'est un couvre-chef, croyez-moi. Pour 2 mana en éphémère, on va détruire la créature non noire ciblée. Homicide, pour 3 mana, dont un noir, on détruit une créature ciblée en éphémère, simple, efficace, chapeau. Encore une fois, c'est pas ma frame préférée, mais bon, voilà. Mais bon, ça colle à la thématique western. Fin de Vona, pour 3 mana en éphémère, chaque adversaire sacrifie une créature, et si on a l'agrément de la cité, c'est-à-dire si on contrôle au moins 10 permanents, on gagne ce petit token agrément de la cité. Et à la place de sacrifier une créature, chaque adversaire sacrifie la moitié de ses créatures qu'il contrôle, arrondi à l'unité supérieure. C'est une demi-vrasse. En mid-game, late-game, c'est une demi-vrasse. Voilà. Le Royal Assassin avec son masque et sa capuche. Pour 3 mana, dont 2 noirs, c'est une 1-1 qui nous suffit d'engager pour détruire la créature engagée ciblée. Les révélations d'Ezio. Ezio, il a sa capuche, hein, vous connaissez. Pour 3 mana, c'est une saga dont le premier effet est de détruire une créature engagée qu'un adversaire contrôle. C'est vrai que le flavor des assassins qui peuvent détruire des créatures engagées parce qu'elles ne sont pas suffisamment vigilantes. Ça j'aime bien, c'est le genre de petits détails dans Magic qu'on aime bien. Deuxième effet, à chaque fois qu'un assassin que vous contrôlez attaque ce tour-ci, on met un marqueur +1/+1 sur lui. Et le troisième effet, on renvoie sur le champ de bataille une carte de créature assassin ciblée depuis notre cimetière avec un marqueur +1/+1 sur elle. Voilà, ça fait de la gestion, du boost, de la récursion, tout ça pour seulement 3 mana, c'est une petite unco qui fera le taf dans ce deck. Affre, ça coûte 2 noirs plus rouge, c'est un éphémère, détruisez une cible, artefact, créature ou planeswalker. Très très efficace. Et Rati Assassin, voilà une espèce de... Alors je sais pas c'est quel type de couvre-chef, ça c'est moitié organique, moitié mécanique. Je sais pas, peut-être qu'elle sort d'une espèce de défilé avant-gardiste ou je ne sais pas. Pour 4 mana, dont 2 noirs, c'est une 2-2 mercenaire. On peut l'engager pour 3 mana et détruire la créature non noire ciblée. Et on peut l'engager toujours pour 3 mana et chercher dans notre bibliothèque une carte de mercenaire avec un coût converti de mana de 3 ou moins.
et le mettre sur le champ de bataille directement. Donc ouais, son deuxième effet est assez marrant parce que ça va nous permettre de jouer un sort pour 3 à chaque tour, parce qu'on va aller tuto le mercenaire, donc c'est aussi un peu une forme de... On fait de la value avec ça. Et pour finir, on a 3 petites cartes de protection, on a retour à l'action, ça coûte seulement 2, dont un noir, c'est un éphémère qui nous dit que la créature ciblée gagne +1/+0 et acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour, et si cette créature meurt, elle revient sur le champ de bataille engagé. Ça protégera une bonne bête, mais surtout ça protégera notre Jasper ricanant. Simulez votre propre mort, on a toujours Titos avec son chapeau de cowboy. Ça coûte 2, en éphémère, la créature ciblée gagne +2/+0 et acquiert quand cette créature meurt, envoyez-la sur le champ de bataille de son contrôleur engagé, de son propriétaire d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il faudra pas faire l'erreur de sauver une créature, donc c'est vrai qu'il faudra pas faire l'erreur de tenter de sauver une créature que l'on contrôle qu'appartient à un adversaire, parce que la créature revient sous le contrôle de son propriétaire. Donc c'est pas parce qu'on contrôle la créature qu'elle nous appartient, elle appartient toujours au joueur qui possède la carte. Donc il faudra encore une fois potentiellement sauver notre commandant avec. Et le Champion's Helm, voilà, c'est un couvre-chef technologique, on n'en a pas beaucoup, hein, des trucs, c'est normal, hein, c'est Magic, il n'y a pas encore trop de trucs SF dans Magic, mais là on a une espèce de casque à vision nocturne. Pour 3 mana, ça s'équipe pour 1, la créature ciblée gagne +2/+2, et tant que la créature est équipée, elle est légendaire et a le Hexproof, voilà, donc défense talismanique, elle ne pourra pas être ciblée. Petit point sur la mana base qui est très loin d'être exceptionnelle, je crois que je suis à 37 landes dans ce deck. Ah ouais, j'ai déconné, en fait j'ai dû remplir des slots, je viens de compter là, donc j'ai dû remplir des slots un peu au dernier moment avec ce que j'avais sous la main, il y a 39 landes, je trouve que c'est énorme, je vais en retirer 2, et je vais remplacer ça par des petits mercenaires à la con, parce que de toute façon on est en bracket 1, et donc j'ai pas de gros accélérateurs dans le deck, et donc le but c'est tour 1 jouer un hors-la-loi, tour 2 jouer un hors-la-loi, tour 3 j'appelle Jasper Flint, et tour 4 le deck commence à faire des trucs, mais c'est vrai qu'en plus avec toutes les possibilités que j'ai de créer des trésors, c'est énorme la 39 landes, donc voilà, je vous le dis, j'ai déjà prévu d'améliorer ça, je vais retirer 2 ou 3 landes et mettre des petits mercenaires, voilà, ou des petites cartes utilitaires, peut-être de la gestion, il y a déjà pas mal de gestion, mais peut-être une vrasse, ou je verrai. Donc là on a toutes les montagnes, voilà, très intéressant, tous les marais, très intéressant également, il n'y a même pas de thématique, hein, vous l'avez dans le choix des terrains, des fois je fais un peu gaffe, là je m'en fous. Une tour de commandement évidemment, tous les bilans de Rakdos que j'avais sous la main, qui me sont passés sous la main, voilà. Il y en a quand même quelques-uns, le Boonsland, hein. Voilà, et land utilitaire, donc quelques landes qui font de l'incolore, parce qu'en bicolore, deck bicolore, on peut se permettre. Voilà, quand ça arrive, ça met un joueur ciblé, un adversaire ciblé. Oui, ça fait 2 couleurs aussi, rien de plus. Le vide Zalfirin, ça c'est juste pour appliquer un petit regard. Et le Rock Passage, si jamais il y a besoin d'aller finir un adversaire avec un gros bazouzou. Donc voilà, c'était mon deck bracket 1 chapeau, vous l'avez compris, au moins un couvre-chef sur chaque illustration, sauf les terrains évidemment. J'ai testé ce deck 2 fois pour l'instant, ça fait ce que ça doit faire, c'est assez fun. C'est mou de la quéquette, mais c'est pas grave parce que de toute façon il est buildé comme un bracket 1, donc c'est très bien de temps en temps de descendre un petit peu le power level et puis de se mettre sur la tronche avec des decks thématiques qui font pas des dingueries dès le tour 3 ou dès le tour 4. Donc je voulais vous présenter ce deck que j'ai construit, c'est le dernier deck que j'ai build, qui me fait très plaisir, que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup marrer. N'hésitez pas avec vos potes à faire la même chose, à vous mettre d'accord sur des... Nous dans notre playgroup, là le délire ça a été chacun choisit une thématique, ça peut être la bouffe, les chapeaux, le fait qu'il y ait un personnage féminin sur chaque illustration, ça peut être ce que vous voulez en fait, des decks thématiques. Il y en a même un dans le playgroup qui s'est fait un deck avec que des cartes de masque de Mercadia. Alors bon courage, hein. J'ai pas eu l'occasion de l'affronter encore, mais là je pense que c'est du bracket -1 plus que du bracket 1, mais pourquoi pas, voilà, c'est une façon amusante de recycler certaines cartes qui pourraient potentiellement ne servir à rien, qui dorment un peu dans vos classeurs et dans vos boîtes. C'est une façon amusante de deck builder, et ça reste tout aussi fun à jouer, je vous rassure. Donc c'est le conseil que je vous donne, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!